thème avant d'aborder les séquences pédagogiques, c'est-à-dire relatives donc, aux équipements. Donc Jean-Claude, je te laisse la parole. Ah oui, le temps que tu t'installes, deux mots. Donc j'avais prévu une petite intervention sur la simulation multiphysique. Compte tenu de notre temps, histoire de ne pas vous faire partir trop tard, comme je vous avais dit en introduction, je vais passer rapidement sur ce sujet. Simplement pour vous dire que concernant l'outil de modélisation multiphysique qui doit être utilisé, on a pris le choix, alors c'est un choix dont j'assume pleinement la responsabilité, d'intégrer Simulink en STI 2D. Quelques éléments quand même de contexte historique. Lorsque, d'abord, l'inspection générale a fortement poussé pour que ce produit soit utilisé en STI 2D, car à l'époque ça fait 2 ans maintenant, c'était le seul produit de simulation qui permettait donc une passerelle directe et fonctionnelle avec des outils métiers comme SolidWorks et qui proposait de la vraie modélisation multiphysique sur différents champs. Bon. À côté de ça, je le sais très bien, on avait des produits libres, on avait des produits commerciaux mais beaucoup plus fermés, Sinusi, etc. Bon. Entre-temps, il est évident que l'offre commerciale s'est élargie, s'est affiné, et on a sans doute aujourd'hui sur le commerce des produits intéressants. Bon, j'en avais essayé un, l'Apple Sim, pour ne pas le citer, etc. etc. Bon. Il a fallu faire un choix. Vous savez, c'est comme l'éternel, on est moins confronté maintenant, mais il y a une dizaine d'années, c'était lorsqu'on achetait un PC. On savait que tous les 6 mois, les capacités de PC doublaient. Alors on se disait, bon, on va attendre un petit peu, on va attendre, puis dans 6 mois, il y aura un produit nouveau. Oui. Puis dans 6 mois, on attendait encore, etc. etc. À un moment donné, il faut faire des choix. Donc on est parti sur l'académie pour utiliser Simulink, je ne veux pas dire MATLAB, parce que MATLAB c'est encore autre chose, donc Simulink, et puis toutes les boîtes à outils qui vont avec au niveau de l'académie. Maintenant, moi de mon point de vue, mais je suis ouvert au dialogue et à la discussion là-dessus, je trouverais dommage que nos élèves de STI 2D finalement utilisent les modèles, les fassent fonctionner, pas le coup de les créer, les utilisent, et puis qu'on parte sur un autre produit en première et terminale SSI. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça fait des achats multiples sur l'établissement, des logiciels différents à gérer, et puis moi je pense aussi quelque part à vous, c'est qu'à un moment donné, vous êtes la plupart du temps intervenant en SSI ou en STI 2D, s'il faut que vous jongliez entre 2 outils de modélisation multiphysique, c'est pas forcément un confort optimal. Voilà. Donc moi c'est pour ça que je propose, dans la mesure où dans de nombreux établissements déjà toutes les licences Simulink ont été achetées, qu'on continue sur ce produit-là. Ça ne veut pas dire que la réflexion est fermée, ça ne veut pas dire que la discussion est fermée. Peut-être que dans 1 an ou 2, il y aura un produit comme Scilab et Sicos, pour ne pas le nommer, qui est libre. Peut-être que ce produit-là va être appelé à évoluer et puis proposer des passerelles avec des outils métiers. Bon, dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, on pourra très bien reprendre cette conversation-là et puis s'orienter sur un nouveau produit, pourquoi pas. Alors, si on change de produit, à mon avis, il faudra sans doute s'orienter sur un produit libre cette fois-ci, parce que c'est délicat aussi tous les 3 ans de changer de produit et puis de faire appel à la collectivité de rattachement. Bon, voilà, simplement ce que je voulais vous dire. Alors, si je rentre un petit peu après dans des considérations plus pédagogiques, ce qui a été un petit peu acté, ce qui a été plus ou moins proposé, enfin du moins ça a été proposé, là, il y a quelques témoins là, dans l'Assemblée qui pourront le dire, lors du séminaire national sur le bac SSI, puisque tout à l'heure vous verrez Jérôme Piette qui va vous présenter donc, le modèle, enfin je ne sais pas s'il va le présenter en détail, enfin bon, il est là du moins sur son poste, le modèle Simulink avec donc la passerelle pour voir le modèle numérique sous SolidWorks fonctionner. La question a été posée par un membre d'Assemblée, un collègue, qui oui, mais jusqu'où on va avec la modélisation multiphysique en S, est-ce qu'on peut faire concevoir des modèles? Bon. Moi, je me suis un peu avancé, parce qu'à l'époque, on était à la tribune avec Jérôme, et donc, moi, personnellement, mon point de vue, c'est de rester en STI 2D sur l'utilisation du modèle, sa compréhension avec les paramètres influents de contrôle d'entrée et de sortie, voilà. Par contre, on pourrait très bien, avec les élèves de terminale SSI, peut-être les amener à quelques modifications ou conceptions de modèles simples. C'est ça ce qui va faire un peu la différence. Voilà. Alors là aussi, c'est quelque chose que vous sentirez avec vos élèves. Comme à chaque fois, dans le cadre des TPE, des PPE, lorsque vous leur mettez des outils logiciels entre les mains, vous voyez tout de suite comment ils répondent. Moi, ça ne me choquerait pas du tout qu'au sein d'une classe, il y ait des élèves, dans le cadre d'un travail d'îlot sur une activité particulière, qui soient en mesure de concevoir presque un modèle dans son intégralité, pourquoi pas, sur un système simple,
Par contre, que d'autres élèves ne rentrent pas parce qu'ils n'ont pas le background nécessaire ou autre. Voilà. Hein. C'est pas un souci. Mais effectivement, on peut demander, ou on peut laisser un peu plus de créativité et d'innovation finalement à nos élèves de la SSI. Je pense qu'en STI 2D, il faut qu'on s'en tienne à l'utilisation simplement du modèle. Hein. D'accord. Donc voilà mon point de vue. Maintenant, je crois qu'il faut laisser le temps au temps aussi pour voir un peu comment, d'une part, vous allez vous approprier sur le terrain cet outil, comment vous allez pouvoir le décliner en activité pédagogique au sein de vos classes, et comment les élèves aussi vont recevoir ce logiciel, ces modèles-là, et comment ils vont les comprendre, les interpréter, les utiliser. Voilà. Bon, si vous avez quelques questions sur ce concept de modélisation multiphysique, je réponds, sinon on passe aux équipements tout de suite. Pas de questions? La digestion? Bon, voilà, ok, d'accord. Bon, on va parler un petit peu maintenant des équipements. Au début de l'année, on a réalisé, j'ai demandé aux différents chefs de travaux des établissements de réaliser un inventaire des systèmes présents dans les laboratoires de SI. Alors le but de cet inventaire, c'était de voir si le nouveau programme pouvait passer avec ces différents supports, les anciens supports qu'on avait, anciens et nouveaux supports que l'on a dans les laboratoires de SI. Alors l'inventaire, en fait, je l'ai mis sous forme de fichier Excel et différentes colonnes. Vous voyez à gauche le nom des différents systèmes que vous connaissez. La colonne suivante, les différents revendeurs, le prix et le nombre de systèmes présents dans l'académie. Il y a des cases qui sont cachées, mais voilà les cases principales et qui nous aident ensuite à statuer sur tel ou tel système. En rose, les cases là, qui sont au milieu, ce sont des systèmes qui ne sont plus commercialisés. Donc on n'a plus de prix, c'est plus vendu, on n'a plus de revendeur. Il y en a 2 pages, donc celui-ci et celui-là. La seconde page, elle n'est pas à jour, notamment au niveau du pilote TP32, puisqu'il nous a été livré dans la plupart des établissements maintenant. En cours d'année, donc au début, là, je n'avais que 2 systèmes. Le bilan. Le bilan, c'est qu'on a énormément de systèmes différents dans nos établissements. 57 systèmes différents répertoriés sur les 21 lycées. Et on en a certains qui ont plus de 20 ans sans problème. Alors, plus de 20 ans, c'est le cas, il y en a un que je connais moi depuis toujours, le Brachrader, j'en suis sûr, le sécateur Infaco, l'essuie-glace Mercedes, l'ouvre-portail Dragon, et dans l'inventaire n'apparaît pas, par exemple, le Touré à bois, qui est encore présent dans certains laboratoires. Donc je suis sûr que je n'ai pas l'ensemble des systèmes, il y en a 57 de répertoriés, mais je suis sûr qu'il existe d'autres systèmes dans vos laboratoires. Alors, 57 systèmes, ce n'est pas forcément des systèmes tous anciens. J'ai parlé des anciens systèmes. Il existe également des systèmes très récents, comme la webcam. Là, j'ai une visseuse. J'ai mis également, pour illustrer mes propos, un volant. Ces équipements, personnellement, je ne les connais pas. Alors, je ne les connais pas. Je ne peux donc pas statuer. Enfin, on a essayé de statuer à plusieurs sur les différents équipements présents. On ne s'est pas permis de le faire pour ces équipements puisque on ne les a jamais utilisés. Seuls quelques enseignants, alors il me semble qu'à Beaugency, c'est Christophe qui a quelques systèmes comme cela. Donc seuls ces enseignants vont pouvoir vous renseigner sur le fait qu'on puisse ou pas utiliser ces systèmes avec le nouveau programme de SI. Il faut savoir que la plupart des systèmes vendus actuellement ne sont pas adaptés au nouveau programme de SI. Ils ont été faits pour l'ancien programme. Alors, les différents revendeurs sont en train de travailler là-dessus pour adapter ces systèmes et pour qu'on puisse les utiliser, c'est-à-dire qu'ils font des activités qui correspondent au nouveau programme. Enfin, ils essayent de faire des activités. Alors, on a, attention, c'est particulier, l'équipement retenu. L'équipement retenu, c'est pas forcément... Ça ne veut pas dire que le reste de l'équipement doit être jeté à la poubelle. D'accord?
on a retenu certains équipements qui semblent en parfaite adéquation avec le nouveau programme. Certains équipements. On en a retenu 8. Alors, vous en voyez 6 pour l'instant au tableau, ce sont des équipements que vous connaissez, ils sont présents de manière importante dans vos laboratoires. Donc, premièrement, le plus important, enfin, je pense, le TP32, il vient juste d'être livré, ce serait dommage de s'en débarrasser, ça serait dommage également qu'il ne corresponde pas au programme, donc celui-là, il correspond parfaitement. Le robot, la parabole, le destructeur d'aiguilles, le DECMAPARC, qui ne fonctionne toujours pas dans pas mal de laboratoires, mais enfin, il est là, et beaucoup de gens l'ont. Certains ont réussi à le mettre en route. Et enfin, le Vigiparc. À ces équipements qui sont connus, hein, le robot Roomba, alors c'est pas le robot Roomba là, mais peu importe, c'est la même chose, c'est l'aspirateur. J'en ai vu que deux sur vos inventaires, mais je suis sûr qu'il est présent au moins dans les laboratoires de SI en seconde. Donc, je pense qu'il va pouvoir être utilisé, enfin vous débrouillez avec vos collègues, sauf si vous travaillez en même temps en seconde et en première, il va pouvoir être utilisé dans les laboratoires de première interne. Bien, pour l'instant 6 systèmes à l'écran, j'en rajoute 2 autres. Alors, 2 nouveaux systèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir en SI. Alors il y en a un qui a un vélo assistance électrique qui est présent dans certains laboratoires, pas dans tous, mais dans certains laboratoires, et qui correspond parfaitement à ce qu'on va pouvoir faire avec en SI, c'est-à-dire la mesure des écarts. Les écarts entre, je le répète, le modèle souhaité et le modèle simulé, le modèle réel, et le modèle souhaité et le modèle réel. C'est un équipement qui est actuellement déjà utilisé assez souvent dans les laboratoires de STI 2D. Et à côté de ça, vous voyez un autre équipement, alors, qui est actuellement présent dans un seul laboratoire. Il est à Tours, à Vaucanson. C'est le tapis de course que nous présentera tout à l'heure Jérôme Piètre, et qui correspond, je pense, 100% à l'esprit de la réforme. Déjà avec le thème, hein, on reste dans le sport. Je vais parler des thèmes tout à l'heure de projet, mais ils sont également valables pour les équipements. D'ailleurs, les équipements changent totalement. Vous vous rendez compte que les systèmes que je vous ai présentés là font partie de la vie de tous les jours de nos élèves. Je ne vous ai pas présenté, oui, oh, la plupart. Ils pourraient, d'ailleurs, s'ils vont dans un grand magasin, ils en trouveront un. Bon, la plupart d'entre eux en tout cas. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne vous présente pas un correcteur de pression d'essuie-glace de chez BMW, par exemple. Je ne vous présente pas non plus un banc de contrôle industriel. Je vous présente des équipements qui pourraient être présents chez chacun des élèves que vous avez en cours. Donc le tapis a un avantage. Le tapis a un avantage, c'est son prix. Vous savez que cette réforme introduit une nouvelle manière d'enseigner. On ne fait plus de TP tournant, comme on le faisait avant. Le programme précédent, celui de 2001, stipulait que la manière d'enseigner, c'était l'utilisation des TP, enfin, principalement l'enseignement devait se faire par des TP, des travaux pratiques. C'est plus du tout le cas. Les TP ne sont présents, on doit les utiliser que lorsqu'on en a besoin. C'est-à-dire que si on peut s'en passer, on s'en passe. Et si vraiment on a une notion à faire passer qui doit mieux passer avec des travaux pratiques, on les utilise. Du coup, on n'a plus besoin, parce que j'en parle après, voilà, je vais parler des... J'avais oublié, donc j'ai tout ce que je viens de dire là, c'est sur cette diapo. Ça, c'est des textes officiels. Donc des systèmes innovants qui font partie de la vie de tous les jours des élèves et qui permettent ainsi de les intéresser davantage.
Par contre, je n'ai pas encore parlé, j'en parle là de la dernière partie, le deuxième paragraphe. Les systèmes, puisqu'on doit en avoir et qui doivent rester innovants, qui doivent rester intéressants pour nos élèves, ces systèmes, on va devoir les renouveler plus souvent. C'est-à-dire que le Brachrader, qui dure depuis plus de 20 ans, je dis 20 ans, mais peut-être que ça en fait 30, il faut essayer de ne plus reproduire ce type d'erreur, hein, puisque nous, quand on est arrivé, je me souviens il y a 20 ans, quand je suis passé à la place des élèves, je trouvais ça sympa. Aujourd'hui, si vous demandez aux élèves s'ils trouvent ça sympa, ce type de système, je leur dis que la réponse, ça sera oui. Bon, d'accord, vous avez des élèves sympas. Mais aujourd'hui, c'est pas révolutionnaire, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de voir, par exemple, dans les publicités, je prends notamment une pub pour un constructeur français qui dessine sur la voiture un robot beaucoup plus performant. Donc le coût unitaire doit pouvoir être en adéquation avec la remarque que j'ai faite précédemment, c'est-à-dire le renouvellement fréquent des équipements. On avait des équipements, certains équipements, je pense que le plus cher de tous c'était le Neredic. Neredic, je ne sais plus, je crois que c'était 15, 17 ou même 18 000 euros. Un seul système. Donc aujourd'hui, il faut essayer d'avoir, de façon à pouvoir les renouveler, des équipements entre 200 et 500 euros. Déjà, pas donné, mais il faut essayer d'avoir ce type de prix au niveau de l'équipement. Alors les supports, lorsque vous allez en choisir, oui, parce que dans cette présentation, je ne vais pas vous lister des équipements à acheter, en tout cas je vais vous donner quelques idées, mais je n'ai pas une liste toute faite d'équipements à acheter. Donc si jamais vous êtes comme Jérôme Piètre à la recherche d'équipements, il faut vous assurer de certains points. Premièrement, que l'on puisse mesurer les écarts sur ces équipements. Deuxièmement, que lorsqu'on utilise ces équipements, on ait accès à un cahier des charges fonctionnel. Que le système, alors qu'on soit en présence d'un système instrumenté ou non, ça c'est pas trop grave, puisque certains systèmes peuvent être modélisés, donc on se passera de l'instrumentation, d'autres vont pouvoir être instrumentés. Et l'important également, c'est que l'on puisse mesurer le dernier écart, donc c'est la dernière ligne. Il est indispensable de s'assurer que les performances attendues par le cahier des charges soient mesurables et que le modèle nécessaire à la simulation existe ou puisse être créé. Alors le modèle, généralement si vous achetez un système dans le commerce, un système non didactisé, c'est à vous de le réaliser. C'est pas toujours facile, mais si on s'y met à plusieurs, on devrait pouvoir obtenir des modèles. Vous voyez que Jérôme, on parlait tout à l'heure de collègues qui sont spécialistes de tel ou tel domaine. Je me suis occupé pour le tapis de la partie modélisation à l'aide de SolidWorks et mon collègue s'est occupé de tout ce qui était commande et puis même je pense qu'il a pris la main sur moi puisqu'il a également fait fonctionner la partie mécanique. Si on reste seul dans son coin, j'ai eu l'expérience de MATLAB, c'est pas facile. Mais si on se met tous ensemble, qu'on essaie dans un même établissement d'utiliser les compétences de chacun, on peut arriver à créer des systèmes. Oui, juste un mot sur la modélisation Simulink, sur les systèmes. Si vous avez des systèmes en fait, qui vous semblent intéressants, on pourra très bien les faire modéliser. Il y a des gens qui sont tout à fait partants, qui sont vos collègues de classe prépa, ceux sur Orléans ou ceux sur Descartes Tours, qui sont tout à fait prêts à modéliser. D'accord. Donc l'idée, effectivement, c'est pas que vous rentriez sous Simulink pour créer les propres modèles des systèmes. Il y a des collègues qui sont tout à fait prêts à le faire. Ça ne vous empêche pas de travailler en partenariat, mais bon, eux sont prêts à le faire. D'accord. Donc il ne faut pas hésiter. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai commencé à créer le modèle, donc j'ai fait tout ce qui était SolidWorks, là ça ne posait aucun problème, et une fois que je suis passé sur MATLAB, j'ai essayé, et puis j'ai été parfois coincé, et j'ai demandé au formateur MATLAB de l'académie de m'aider, il l'a fait sans aucun problème, il l'a fait très vite, forcément j'avais un tout petit souci, et il m'a débloqué en quelques instants.
Donc il ne faut pas hésiter à travailler à plusieurs. Et c'est la seule et unique solution pour pouvoir avoir de nombreux équipements à bas prix. Vous connaissez tous le prix des équipements didactisés. Vous voyez que c'est absolument pas compatible avec ce que j'ai dit précédemment. Alors la synthèse. Ça j'en ai parlé. Ça j'en ai parlé. J'ai déjà fait la synthèse. Quelques petits systèmes possibles. Alors j'en ai mis que quelques-uns. Il y en a beaucoup d'autres. Un home trainer, c'était Jean-Marc Ramplou qui avait une idée, il n'a pas encore créé l'activité, mais il avait une idée déjà, peut-être qu'il la créera dans l'année à venir, peut-être. Le stepper, alors le stepper, je vous ai mis un exemple de stepper, il est un petit peu cher celui-ci. On va vous présenter tout à l'heure une activité réalisée par les deux collègues de Grandmont avec un stepper beaucoup moins cher. Et puis j'ai également tenu à mettre la voiture radiocommandée. La voiture radiocommandée, elle a fait l'objet d'un exposé lors du séminaire national. Ça a été fait sur une voiture qui est actuellement en vente, je crois, au prix de 1 700 €. Vous voyez qu'une voiture encore plus performante que celle-là, on peut l'avoir beaucoup moins cher. Donc celle-ci, je l'ai trouvée à 270 €. Elle n'est pas instrumentée, mais il me semble que l'instrumentation, elle n'est pas si compliquée que ça. Il y a un accéléromètre. Il y a un film à faire, donc ça c'est à part. Un accéléromètre embarqué, et puis il doit y avoir une mesure, donc il doit y avoir une carte dessus, une carte d'acquisition à rajouter. Je ne l'ai pas fait, hein, mais bon, si quelqu'un veut s'y pencher, ça serait bien. Alors, j'ai parlé de petits systèmes. Je vous ai dit que, en effet, ça correspond beaucoup mieux au nouveau programme, hein, ces petits systèmes-là. Seulement, on a un pilote TP32 qui permet de faire déjà beaucoup de choses, et on est en train d'essayer d'acheter un nouveau système qui, lui, n'est pas petit, qui est l'Astrolabe. Alors, on a eu une présentation faite par un commercial de la société SET Didact. Alors, je vais parler du système. Ce système, c'est une lunette astronomique. On va la paramétrer, on va lui demander de se positionner, on va lui donner la position GPS, l'endroit où on se situe, et puis elle va se positionner sur une étoile, et ensuite elle sera capable de suivre cette étoile, l'évolution de cette étoile tout au long de la nuit. Elle est fournie avec une caméra qui va pouvoir enregistrer les données, parce que forcément lorsque on regarde les étoiles, on les regarde en pleine nuit, et en pleine nuit il n'y a pas les élèves. On peut également récupérer les données, donc les images de cette lunette astronomique par Internet. Donc si les élèves veulent le regarder alors que la lunette est en place, on peut le faire. Cette lunette, elle a été retenue et elle va faire l'objet d'un article dans la revue Technologie. Donc elle a été retenue par l'ILPR de Paris, je crois. C'est Paris. Alors elle est fournie avec différents équipements, dont un laser, avec une activité qui ressemble trait pour trait à celle que l'on mène avec la parabole, qui va nous permettre de mesurer les écarts. Les écarts au niveau du positionnement. Elle est fournie également avec une carte supplémentaire qui reprend, en fait, c'est le télescope qui a été didactisé sous forme de carte, et qui permet donc de mettre plusieurs groupes dessus. Une seule carte, malheureusement, je sais bien que Jérôme aurait voulu plusieurs cartes, mais j'ai choisi plutôt que de demander une carte supplémentaire pour tous les systèmes, j'ai choisi de faire baisser le prix global du système. Alors, je vous parle d'un système qu'on n'a pas encore. Hein. Je vous parle d'un système qu'on n'aura peut-être jamais. Donc, pour l'instant, on a négocié avec la société. On a négocié et un dossier va être déposé auprès de la région de façon à obtenir une dotation académique. Ça serait la région qui perd.
Et alors, avant de poser un dossier auprès de la région, pour l'instant, j'ai rien écrit, hein, mais ce qu'on souhaitait avant, nous, c'était dans un premier temps d'évaluer la pertinence du projet, du produit, et puis une fois dont on pensait qu'il pouvait rentrer dans les clous de l'enseignement des sciences de l'ingénieur, c'est un peu de nous proposer, vous, si effectivement vous jugez qu'il présente un intérêt, qu'il est innovant, enfin qui peut remplir, on va dire, toutes les conditions requises, après, on pourra effectivement entamer une démarche auprès du conseil régional. Hein, mais l'idée, c'est qu'effectivement, ce produit fasse l'unanimité. Voilà. Alors, je ne demande pas de réponse tout de suite, bien évidemment. Vous aurez le diaporama. Moi, je vous incite à aller faire un tour sur le site SET Didact pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis, à l'occasion, on en reparle lors des corrections collectives SSI. Hein. Après, bon, on verra début septembre pour relancer les hostilités. Sachant que la priorité des équipements, c'est pas forcément SSI, mais c'est plutôt STI2D. Et je pense que raisonnablement, si on lance un dossier courant de l'année prochaine, bon, d'ici 2 ans, on pourrait avoir ce produit-là dans nos laboratoires. Bon, voilà. Alors, on sait très bien que ça serait bien d'obtenir de la part de la région l'achat de différents petits matériels. Mais je pense que, enfin, c'est mon avis à moi, je pense qu'il sera plus facile d'obtenir un gros système que plusieurs petits systèmes. À mon avis, si on leur demande plusieurs petits systèmes, ils vont dire oui pour un, et puis les autres, ils vont dire bon, on vous a déjà donné. Alors autant tenter d'avoir un système plus imposant. Le système, il a fait l'objet d'une présentation, donc je l'ai dit tout à l'heure, où seuls quelques collègues assistaient, à laquelle seuls quelques collègues assistaient. Il y avait Jérôme Piètre, et puis Joël Hénaud, et moi-même, et puis Dominique Wafteau. Et on a pu avoir une idée de ce qui était réalisable avec ce système. Donc il y a bien sûr le modèle MATLAB qui a été développé. Et puis, si Jérôme, tu veux en parler ou... Je pense que j'en parlerai pas au moment où je Bien, donc, en fait, sur le site SET Didact, vous avez, là j'ai pas tout mis, vous avez la présentation, vous avez forcément les points du programme, comme chez tout didactiseur, les points du programme qui peuvent être abordés à l'aide de ce système. Vous avez des activités, alors, la première activité qui a été réalisée, elle a été réalisée par un collègue de Grenoble. Elle était, pour ma part, hein, je l'ai jugée plutôt ancien type. C'était plutôt une activité qui collait bien à l'ancien programme et pas au nouveau. Et ils ont rectifié le tir. Ils ont sorti d'autres activités qui correspondent davantage à l'esprit du nouveau programme. Une question, c'est pas gênant que ce soit un système dont le but premier soit d'être utilisé la nuit, alors que nous on va l'utiliser le... Alors, plusieurs solutions. Déjà, ce système, il est fourni avec, vous voyez là, un poster, une espèce de poster qui va permettre de demander à la lunette de s'orienter. Attendez, j'ai pas fini. De s'orienter. Il a été fait à partir et pour être utilisé avec ce poster-là. Mais il peut également être utilisé avec un logiciel gratuit qui s'appelle Stellarium. C'est un logiciel qui permet de vidéoprojeter le ciel dans votre salle de cours et qui permet également de faire évoluer le temps, plus ou moins vite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir demander à la lunette astronomique de suivre une étoile qui, elle, va se déplacer à une vitesse un peu plus importante, en accéléré en fait. Et donc on pourra réellement l'utiliser en plein jour. Moi, je le trouve très bien, hein, ce système, il n'y a pas de souci, mais je me pose la question, quelle question sociétale il y a derrière, quoi. Mais par contre, sur le fond, je suis complètement d'accord, hein. Là, moi, je le trouve parfait. Alors j'espère qu'il y en a plusieurs, parce que j'espère que, vu le prix, on va pouvoir faire plusieurs activités. Voilà. Ben, je t'invite à aller voir le site. Non, mais je remets les ai pas en cause retenus le choix avec tout. Mais bon, ce que je me remets en cause, c'est plutôt les questions sociétales. L'accès à la culture, l'accès à la culture stellaire. Enfin, non, mais bon, je pense qu'au niveau quand même de loisir culture, ça répond à des questions en termes de communication, ce qu'on peut attendre finalement de la culture, de la connaissance de l'environnement, c'est une entrée.
C'est peut-être, alors évidemment, je vous l'accorde, c'est pas forcément le système tout à fait adapté pour être introduit avec une question sociétale très préparée. C'est plus en direction des questions sociétales que ça m'agace. Après, au niveau des projets interdisciplinaires, là, vous voyez que on va pouvoir facilement, et j'ai demandé aux collègues de physique, ça fait 100% partie de leur programme. Les planètes, donc pour ça, là, il y a un plus. Alors, juste une petite remarque pour faire le lien, c'est dommage parce que le collègue chez nos travaux, là, Christian Delevec, est parti, et il faisait remarquer fort judicieusement avant d'aller déjeuner que la question sociétale aussi, ça doit quelque part, enfin ça peut coller à des questions de développement durable, c'est-à-dire en quoi la technologie apporte des solutions pour développer durablement des solutions techniques, c'est-à-dire je conçois des produits, je les éco-conçois, je les recycle, etc. et j'impacte le moins possible l'environnement. Alors peut-être que, je m'avance, je n'ai pas du tout assisté moi, à la présentation de ce produit-là, que je connais très peu, mais peut-être qu'à un moment donné, il est aussi éco-conçu, avec des matériaux recyclables, etc. Il y a aussi donc, cette entrée-là. On a besoin à un moment donné de pouvoir ausculter l'espace, pour différentes raisons. Ça, les physiciens pourront nous apporter peut-être des réponses existentielles là-dessus. Et à un moment donné, nous, en technologie, on conçoit des produits, on éco-conçoit des produits capables de répondre à cette demande. Alors, pour ce qui est de l'intérêt de ce système, je parle un petit peu à la place de Jérôme. Il me semble que lorsqu'il est venu assister à cette présentation, il était plutôt contre, et il en est ressorti plutôt contre. Alors, en synthèse, simplement, là, on peut donner des pistes de réflexion sur cet équipement-là. En synthèse, je crois ce qu'il faut retenir sur tout ce qui vous a été présenté. Vous choisissez évidemment les systèmes que vous jugez utiles et intéressants et pertinents. Il faut néanmoins que ces systèmes puissent approcher la mesure des 3 écarts. Ça, c'est quand même important. Ensuite, l'idée, effectivement, c'est que ces systèmes soient parlants et porteurs de sens pour nos élèves. Donc vraiment des systèmes de leur environnement proche. Ensuite, stratégiquement et au niveau organisationnel, au niveau logistique, vous pouvez effectivement acquérir un ensemble de petits systèmes entre 50, 100, 200, 300, alors on va dire jusqu'à 500 €. Si maintenant on fait la décision d'acquisition d'un système un peu plus conséquent, un peu plus onéreux, on passera par le conseil régional, mais là évidemment on pourra acquérir qu'un seul système. Bon, celui-ci ou un autre, peu importe. Mais donc il faut bien que vous ayez présent à l'esprit ces points-là. Choix des systèmes, pas trop onéreux, parce qu'il faut que tous les établissements, notamment les petites structures qui sont isolées dans le cadre des lycées généraux, où il y a peu de budget de fonctionnement, que ces collègues-là puissent quand même acquérir quelques systèmes. Alors, oui. Par rapport aux activités de projet, on n'a pas évoqué la nécessité souvent d'utiliser du petit matériel. Les élèves ils doivent assembler, ils doivent concevoir, on est souvent très démunis, même dans des lycées techniques où il y a énormément de moyens, on peut rarement utiliser les machines, etc. Parce que voilà, on n'a pas la responsabilité. Et puis, sur l'aspect mesure, puisqu'il est essentiellement question de ça, est-ce qu'il a été réfléchi à une panoplie de capteurs et de cartes d'acquisition qui pourraient servir, parce que autant en électronique, on a beaucoup de possibilités de mesure, autant en mécanique, on n'a pas de capteur de force, on n'a pas de capteur de déplacement, de vitesse, des tachymètres, des accéléromètres. Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas du tout regarder si les systèmes et en tout cas des cartes d'acquisition, cartes de traitement, et puis voilà, disposer d'un établi de mesure qui puisse facilement s'interfacer avec des systèmes. Parce que dans les activités de projet, même actuellement, on est complètement démunis quand il faut caractériser un petit bout de moteur chinois à 20 €, quand il faut mesurer une vitesse, on n'a rien. Oui, alors... Et ça me paraîtrait... je sais bien, je sais que lorsque j'ai commencé la présentation sur l'équipement, je sais que certains ont pensé, on va nous donner une liste d'équipements utiles au laboratoire de SI, une liste exhaustive. Je ne l'ai pas fait, vous comprenez bien pourquoi. Imagine l'idée que je te demande à toi de réaliser une telle liste, ça va être délicat à faire. Donc les achats, je pense, vont se faire au jour le jour lorsque vous aurez besoin de réaliser ces achats-là. Et par contre, une fois que vous aurez fait ces achats, ça serait bien de les partager, c'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de capteurs de force. Si jamais vous en avez besoin, et si tu es le premier à en avoir besoin, tu vas te renseigner sur les capteurs de force. Et une fois que tu auras fait l'achat, peut-être qu'un petit post sur le site STI, ça serait bien pour
d'autres achats futurs réalisés par d'autres collègues. Mais non, moi je n'ai pas recherché le meilleur capteur de force parmi je sais pas, la dizaine ou la vingtaine disponibles dans le commerce. Je n'ai pas fait ça, mais c'est vrai que ça serait utile de... Parmi les achats qui pourraient être mutualisés, c'est vraiment la partie... Non, ces achats-là, je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas demander à la région d'acheter des petits systèmes comme ça. C'est à chaque établissement de le faire. Je parlais de la carte d'acquisition, parce que ça conditionne déjà pas mal de choses. Avec MATLAB Simulé, qui est une partie acquisition, enfin, une carte d'acquisition qui soit compatible et qui permettrait d'interfacer. Ouais, alors... Oui, alors vous avez quand même des pistes d'indication, là justement je regardais sur le document d'accompagnement. Vous avez la chute sur la dernière page où on vous parle, alors selon les thématiques que vous abordez, les systèmes, je lis comme ça, pêle-mêle, accéléromètre embarqué, multimètre, machine de traction, oscilloscope, générateur de fonction, enfin, vous avez une pléiade de petits équipements. Alors je crois qu'il ne s'agit pas de faire une liste unique parce que vous aurez tous quand même des systèmes un peu différents, des pratiques pédagogiques différentes, des approches différentes. Certains font sur une thématique donnée une activité pratique, d'autres la traiteront sous forme d'activité dirigée. Et je pense qu'après, évidemment, il faut que vous ayez dans vos laboratoires un panel de petits matériels, à la fois outillage, démontage, remontage, réglage, etc., et des appareils de mesure et quelques cartes d'acquisition pour pouvoir effectivement faire de l'acquisition embarquée, statique, voilà, évidemment. Et ça, on vous laisse complètement mettre là-dessus. Mais là aussi, comme dit Jean-Claude, on ne peut pas faire une liste type qu'on soumettrait au conseil régional. Parce que d'abord, on va être sur une liste je dis à la louche comme ça, je ne sais pas, n'importe quoi, 100, 200, 300 euros. Bon. Et puis ça relève un petit peu de votre autonomie aussi de fonctionnement. Mais effectivement, il faut que vous ayez cette analyse. Quand on a de l'autonomie de fonctionnement, parce que, bon, ben là, bien sûr, il n'y a que 4 établissements, etc., etc. Mais là, franchement, non, mais c'est quand même un réel problème, parce que même un système à 500 euros, on est fichu, nous, on prend rien. Donc, oui, disons que vous, alors, je ne sais pas, vous travaillez avec un budget, je ne sais pas... 700. Ouais, 700. Bah, effectivement, il faut faire des choix. Mais effectivement, c'est un petit peu dans votre optique aussi qu'il faut que je travaille moi, parce que je ne fais aucune ligne pour des grosses structures. Voilà, parce qu'avec la taxe, etc., bon, je me dis que je ne fais pas de souci. Bon, effectivement, le problème, c'est plutôt qu'il y avait un budget très restreint. Mais bon... Oui, Philippe. Concernant la recommandation de ne pas faire de TP tournant, il y a un certain nombre de situations pédagogiques dans lesquelles, justement, le TP tournant, les activités plutôt, je vais dire ça comme ça, fédérées par un système comme celui qui vient d'être montré, ou un autre, se prêtent bien aux apprentissages et à la découverte, notamment. Ces activités nécessitent, pour être motivantes aussi, des mises en œuvre, une ou des mises en œuvre, qui peuvent rentrer dans le cadre du nouveau programme de façon légère et probablement intéressante. Alors tout à fait, alors, on n'a pas dit qu'il fallait juste pour terminer, je ne dis pas qu'il faut instituer le TP tournant toute l'année, c'est pas ça. Mais il y a un certain nombre de modules de formation, il y a un certain nombre de situations pédagogiques dans lesquelles ça sera extrêmement agréable de pouvoir le faire. Alors voilà, c'était pour vous poser la question à tous les deux. Bon, Christian, je te pose la question très franchement. Oui, voilà. Non, c'est parce qu'en fait, vous devez aussi, on doit modifier en fait nos pratiques pédagogiques. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'évoquais les problèmes des centres d'intérêt, des fils rouges, des activités, etc. Ça veut dire qu'il faut que vous abordiez des concepts, on va dire, particuliers, relevant de tel ou tel champ. Mais des concepts qu'on va trouver sur différents supports, déclinés de manière différente en termes de solutions constructives. Ça veut dire que tous les élèves ne feront pas toutes les activités. Si je prends un exemple, en m'appuyant sur le système que vous venez de voir, je veux à un moment donné modéliser des fonctions qui permettent de transmettre un mouvement. Et bien la transmission de mouvement, vous le savez tous, se fait selon différentes solutions constructives. Là-dessus, je ne sais pas comment c'est fait. À un moment donné, je peux avoir un système avec poulie courroie, un train d'engrenage, etc., etc. Et chaque élève va en fait analyser et modéliser une solution permettant de transmettre un mouvement sur des supports différents. L'idée, c'est qu'ils comprennent qu'il y a des solutions constructives relevant du génie mécanique qui assurent ces fonctions-là. Et puis après, en structuration des connaissances, eh bien, vous apporterez, vous, les modèles technologiques, les modèles scientifiques aussi,
Il y a des lois mathématiques qui permettent à un moment donné, par rapport à une thèse d'entrée, de mettre la thèse de sortie, etc., etc. Et puis balayer, pourquoi pas, un certain nombre d'exemples relevant de ces solutions constructives. À partir de là, soit vous déciderez de faire, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure, entre parenthèses, éventuellement une restitution. Ça peut être intéressant, d'un certain côté, chaque groupe d'élèves présente la solution qu'il a étudiée, parce que ça peut être des solutions un peu particulières, un train épicycle de etc. Bon. Ou alors, vous jugez que finalement tous vos gamins travaillent sur des supports ou juste un train d'engrenage qui transmet le mouvement, pas besoin de restituer, ils auront tous vu la même chose, sur des supports différents, et à la fin, vous structurez autour d'un même centre d'intérêt, sans faire de TP tournant. D'accord? C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille. Ce que j'appelais TP tournant, tout à l'heure, dans l'intervention, c'est précisément des activités, d'ailleurs j'ai utilisé le mot plutôt activité, j'ai pas précisé, mais autour de systèmes différents, qui peuvent être différents. Mais je pensais un petit peu à ce que tu as présenté là, parce que ça se prête à un certain nombre de mises en œuvre qui sont extrêmement motivantes. Donc, je reformule, c'est activités qui peuvent être tournantes, par exemple, sur 3 semaines, par exemple, et sur 3 dispositifs différents. Oui, vous pouvez, bien sûr, mais enfin, parce que l'idée, c'est qu'il faut que vous restiez dans un cadre organisationnel de séquence pédagogique. La séquence pédagogique, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est 2, 3, voire 4 semaines, pas plus. Elle se situe, elle est profondément ancrée entre des périodes de vacances scolaires. On ne commence pas une séquence avant mi-février, enfin avant les vacances d'hiver, pour la terminer après les vacances d'hiver. Donc tout ça, il faut le calibrer, avec comme impératif le fait que les élèves n'ont pas besoin de faire tous les mêmes activités sur le même système. Voilà, c'est ça. Alors après, vous pouvez faire du pseudo-tournant, c'est-à-dire, imaginons que sur 6 activités, bon, chaque élève fasse 2 activités ou 3 activités, enfin, vous voyez, bon, pourquoi pas. Mais il ne faut pas, si vous voulez, très très concrètement, il ne faut pas qu'on vienne à un modèle, comme je vois de temps en temps, où en fait on est parti sur un truc à 5 ou 6 ou 8 semaines, et puis tout le monde fait tous les TP, et à la fin on fait une violente correction de TP. non, mais ça, on fait, enfin, je veux dire... Non mais des fois je vois des choses que... Enfin bon, bref. Alors, j'ai une autre question par rapport à ça, pour terminer. Alors, il y a un certain nombre de mises en œuvre, de situations pédagogiques qui nécessitent des mises en œuvre de dispositifs, de systèmes complets, ou des fois de petits dispositifs complémentaires ou d'appoint, bon, qui sont des petites choses qui motivent aussi les élèves. Et je me demandais comme ça, là, depuis ce matin, en fait, je suis assez démoralisé, pour tout dire, mais je me disais que sur l'année scolaire, de la première S et de la terminale S, combien de séquences, puis même combien de séances où les élèves vont pratiquer une activité qui se rapproche du réel. Parce que, bien sûr que le niveau de qualification des élèves de première S et de terminale S, on a bien compris, va s'élever, hein. Bon, on a bien compris ça. Mais malgré tout, ben oui, mais c'est l'objectif qui est visé, hein, si j'ai bien lu entre les lignes. Donc on va supposer que dans les années qui viennent, ce seront des élèves qui vont avoir un niveau de qualification par rapport à cette année un petit peu plus élevé peut-être. Enfin en tout cas, c'est ce qui semblerait être un projet, hein. Mais comment on peut le dire là entre nous, quoi? Comment on peut quantifier je ne sais pas comment l'exprimer. On ne peut pas faire du cours tout le temps, quoi. Il va falloir à un moment donné de mettre les élèves devant des activités pratiques. Et ça, je voudrais qu'on en discute un peu approfondi si on pouvait, parce que c'est pas le tout d'acheter, par exemple, des listes. Moi, je trouve ça super, hein, ce que tu as présenté là. J'avais déjà un peu étudié comme ça, tu vois, en veille, tout ça. Je trouve ça très très bien. Mais quand est-ce que les élèves vont le mettre en œuvre, quoi, dans ce dispositif complexe qu'on essaie de penser là, autour duquel on essaie de réfléchir. Voilà, c'était pour vous poser la question. Alors, ça m'est difficile de répondre très précisément, c'est-à-dire que je ne peux pas dire au niveau des activités pédagogiques, au niveau de vos séances pédagogiques, imaginons un calibrage de 2 heures dans laquelle notre élève fait une activité pédagogique. Moi je pense qu'il serait quand même intéressant, je fais abstraction de la partie classe entière pour être télé, on est vraiment sur une activité expérimentale. Évidemment, on peut difficilement calibrer quelle est la part d'expérimentation au cours des 2 heures. On sait bien qu'on ne fait pas 100% de TP, il y a à un moment donné un petit peu d'introduction, il y a de la synthèse, etc. Il y a un petit peu de calcul en cours de route et de validation et de vérification de performance. Toutefois, il faut qu'ils en fassent le plus possible. Mais l'activité pratique doit être en fait menée en fonction de besoins. C'est ce que je disais un petit peu en introduction, c'est-à-dire que si vous voulez faire passer un concept, que vous allez faire passer très facilement dans la classe entière en 10 minutes, faites-le. Inutile de passer 3 semaines pour essayer d'appréhender un truc que peut-être in fine les gamins ne vont pas comprendre, quoi. C'est ça l'idée.
Par contre, il est important de les faire manipuler. Alors la manipulation, si je prends l'exemple de cette monture équatoriale, là, ça peut être des activités de montage, démontage, identification des solutions constructives, ça peut être après des mesures d'écart sur le système, c'est-à-dire que je donne un ordre pour balayer 30 degrés, finalement, quel est l'écart, l'incertitude entre la position réelle des étoiles et puisque mon système de commande, c'est toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas forcément des activités expérimentales qui vont durer 2 heures. Enfin bon, ils vont manipuler, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure au grand maximum. Le reste du temps sera laissé à de l'activité, soit de la recherche, enfin de la démarche d'investigation, soit du calcul, de la synthèse, rédaction d'un petit compte rendu, des choses comme ça. Mais ça, c'est vous qui allez le sentir, enfin, si vous voulez, moi, si je suis enseignant, à un moment donné, bon, je vois ce qu'il est pertinent de faire passer en termes d'activité pratique, parce qu'à un moment donné, si j'en parle à mes gamins, comme je fais là devant vous, je pars dans des grands développements technologiques ou scientifiques qui vont comprendre, je vais leur dire plutôt, tiens, viens avec moi, on va regarder comment ça se passe, ça, vous devez vite comprendre, comment les pignons tournent, comment ça se passe, etc. etc. Bon, voilà. C'est ça. Justement, le fait de faire de TP tournant, par exemple, quand on parle de transmission de puissance, et s'il y a des élèves, par exemple, qui font, je sais pas, un système de liaison du SECRU et autre chose, le fait qu'ils n'aient pas manipulé tous la même chose, moi je me dis, le jour du bac, si jamais il y a une question sur un système plutôt qu'un autre, ceux qui ont manipulé vont quand même être plus à l'aise que ceux qui ont simplement écouté la restitution de leur cours. Alors tout d'abord, peut-être que les élèves, au cours de leur cycle de 2 années, auront vu quand même différents systèmes et auront pu appréhender différentes solutions. Alors le risque, sans vous entraîner dans une gestion un petit peu draconienne de quel binôme est passé sur quel système et qu'est-ce qu'il a vu, parce que ça peut être compliqué, on peut penser statistiquement que si vous les faites manipuler à hauteur de 10 séquences, 20 séquences sur les 2 années, et puis qu'ils voient, je ne sais pas, 10 ou 12 systèmes, à un moment donné, ils auront quand même vu différentes solutions relevant de la transmission de mouvement, puisque c'est le sujet qu'on aborde. Maintenant, vous allez, vous, structurer les connaissances derrière. Ça veut dire que si vous proposez quelques activités en transmettant le mouvement par un système SECRU ou par un train d'engrenage, vous allez fatalement modéliser ces solutions-là et puis apporter les éléments scientifiques et mathématiques en fait, qui régissent le fonctionnement de ces solutions constructives. Et à partir de là, l'élève, on peut penser que l'élève qui a manipulé sur son petit train d'engrenage, et que si on lui présente le système SECRU, quelque part, on peut penser quand même qu'il va comprendre le fonctionnement, moyennant la loi d'entrée-sortie, on va dire, que vous allez lui donner, il sera capable de la mettre en application. Alors, il y a aussi un autre aspect lié à ça, c'est les activités dirigées. Ça veut dire que vous avez quand même des activités dirigées à faire, que vous pourrez mener en classe entière, qui seront pour le coup des applications directes de ce que les jeunes auront vu, soit sur les études de cas, l'activité expérimentale. Donc il faut utiliser tous ces artifices-là pour que, in fine, finalement, les jeunes aient vu l'ensemble des solutions constructives présentes dans le laboratoire. C'est vrai, quand on nous avait présenté ça pour les secondes, c'était moins gênant. Enfin, je trouvais que c'était moins gênant dans le sens qu'arrivé en fin de seconde, on partait avec des élèves tout neufs en début de première. Là, il y a quand même des choses du bac et du coup, des manifestations importantes. Oui, c'est bien pour ça, vous voyez qu'en SI, je vous parlais de l'approche fonction, de l'approche produit. Là, je ne parle pas de l'approche produit, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas de lancer en SSI, là, une séquence pédagogique, par exemple autour de cette monture équatoriale, là, où un groupe ferait la transmission de mouvement, l'autre groupe le pilotage de trucs, le troisième groupe la communication avec la localisation GPS, etc. Parce qu'après vous, quand vous êtes parti sur la structuration là vous ne pouvez pas faire, vous ne savez plus faire. Donc vous voyez, là l'approche produit est à proscrire. Proscrire. Une précision concernant les 20 séquences. C'est 20 séquences de 2 heures de chorégraphie sur 2 ans. Séquence pédagogique. 20 séquences, une séquence en fait c'est un ensemble de séances. Voilà, donc une séquence sur 2-3 semaines. Enfin, bon, voilà, donc, on compte une dizaine de séquences par an. Si globalement en moyenne on prend une séquence 3 semaines, 10 séquences, ou 30 semaines à mettre. Et puis après au cours de ma séquence, j'ai un ensemble, j'ai l'organisation pédagogique rythmée par classe entière, groupe à effectif réduit, activité pratique, études de cas, etc. Concernant donc un autre aspect, concernant les restitutions d'élèves, j'essaie de le mettre en œuvre cette année. Donc, les élèves, sur toute l'année, ont réalisé 3 restitutions à l'issue de 3 séquences différentes,
qui était elle-même centrée autour de centres d'intérêt. Enfin. Et alors, donc ça demande un travail de préparation. Alors, donc les élèves ont globalement joué le jeu. Hein. Il y a eu, en fin d'année scolaire, des restitutions qui étaient quand même assez pauvres sur le plan scientifique et technologique. Et pourtant, il y a eu un travail préparatoire de ma part qui était assez... c'était pas lancé au pif, quoi, avec tout un dispositif de tirage au sort lié aux activités que les élèves ont fait, enfin, pas quelque chose d'improvisé, je dirais. Hein. Donc du coup, j'ai été content en début d'année, où on a fait du fonctionnel, du structurel un petit peu, enfin, et puis de la mise en bouche, hein, je dirais. Mais dès l'instant qu'on rentre dans des choses un petit peu plus conceptuelles, là, on se confronte à une difficulté, c'est la pauvreté des restitutions. Pas pour tous les élèves, mais pour une partie des élèves. Ce qui m'a amené à un moment donné à me demander si je ne faisais pas un enseignement élitiste et tout ça. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je trouve ça très intéressant. Hein. Le problème, c'est que c'est très consommateur d'énergie prof, et de temps élève également, et de temps d'apprentissage, et de temps pédagogique, on va dire ça comme ça. Donc là, est-ce qu'une réflexion a été menée autour de ces points-là, ce que je viens de dire, ou pas? Non, il n'y a pas eu de réflexion menée, enfin pas à ma connaissance. Moi, pour ma part, j'y réfléchis un petit peu. C'est pour ça que j'ai rajouté éventuellement entre parenthèses, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte avec le recul qu'on a eu tendance vraiment à vous inciter, et moi le premier, hein, à faire la restitution. Il faut mutualiser, faire part de ses recherches, investigations au reste de la classe, etc. etc. Sauf qu'après, très rapidement, je suis quand même quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire je me dis, comment vous allez vous y prendre, hein? Si vous me posez la question, il faut que je vous apporte une réponse. Alors s'il s'agit de manger tout de suite 10 ou 15 heures pour restituer, on va dire, une malheureuse, entre guillemets, rotation d'activité, etc., c'est pas forcément le but recherché. Donc je pense que pour la restitution, il ne faut pas forcément que ça devienne systématique à la fin de chaque séquence. Là aussi, il faut que ce soit pertinent. C'est-à-dire que vous avez travaillé vraiment sur des dispositifs divers, ça peut être intéressant qu'il y ait mutualisation au sein de la classe, vous faites restituer les élèves, et surtout, il faut être au niveau du cahier des charges très très strict. Ça veut dire de dire aux gosses, mais je pense que c'est ce que vous avez fait, voilà, c'est 2 ou 3 diapos sur ce point-là, d'une part. D'autre part, maintenant avec le recul, je me dis aussi, il ne faut pas les faire restituer peut-être sur des aspects purement connaissances acquises au niveau des activités, parce que ça, c'est votre job. C'est vous qui allez le faire, et j'ai quand même la grande faiblesse de croire que vous le ferez beaucoup mieux qu'eux. Ça veut dire que si les jeunes restituent ces aspects-là, ils risquent d'abord de mal le faire, ça risque de semer un peu le trou dans l'esprit de la classe en disant le copain a travaillé là-dessus, il a fait ça, et après mon prof me dit autre chose. Alors évidemment, je crois le prof, mais quand même, enfin vous voyez, bon. Donc il faut vraiment les faire restituer plutôt sur de la solution technologique, ce qui a été vu en termes d'activité au niveau de la séance pédagogique, mais qui s'arrête là. Alors, pour évoquer l'aspect, on va dire, pauvre au niveau scientifique, bah oui, c'est normal quelque part, parce qu'il ne va pas falloir rentrer trop sur le registre scientifique, parce que ça peut être délicat. C'est pas leur métier. L'idée de cette restitution, c'est aussi qu'ils communiquent, hein, voilà, qu'ils présentent 1 ou 2 diapos au reste de la classe, ça dure 5 minutes, voilà, terminé. Après, vous mettez ça en ligne, ils se l'échangent sur des clés, enfin bon, ils font comme ils veulent, ce que vous voulez, mais vous voyez, il faut que la restitution ne soit pas trop consommatrice de temps non plus. Je réponds à ta question. Oui, non. Partiellement, parce que... Oui, si, bien sûr. Si, en même temps, les élèves ont beaucoup aimé ça, justement. La partie traitement de l'oral, le traitement en groupe, ça, c'est des choses qui, globalement, il y a des équipes où ça, c'était variable, mais globalement, les élèves ont aimé faire ça. Et c'était extrêmement intéressant parce que ça permettait aussi de préparer l'oral du TPE. Hein, c'était aussi l'objectif, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était cet objectif-là, parce que le fait de faire une soutenance blanche de TPE, c'est aussi consommateur de temps. Et comme nous, on tient à faire du TPE avec des productions derrière, cette année, on ne l'a pas fait, c'était le but, c'était aussi ça, tu vois, c'était une pierre deux coups. Donc, si tu veux, par rapport à ce que tu dis, j'entends bien, et ça demande évidemment des adaptations par rapport à l'expérience de cette année, mais c'est un petit peu comme les activités ou les séquences pédagogiques, c'est-à-dire on peut très bien se contenter, je vais caricaturer exprès, de faire une année où on ne fait pas une activité pratique pour les élèves, on fait que du TD, exercice, cours, enfin, tu vois, même si on envoie la question sociétale, quoi, je veux dire, on peut faire du moderne avec des trucs pas intéressants et pas... Bon.
et puis des façons d'enseigner que les élèves qui vont rebuter les élèves, ou qui pourraient rebuter les élèves. Et on pourrait faire que de l'activité de TP, genre tapis tournant comme on faisait l'année dernière, enfin, voilà, on pourrait faire que ça. En fait, la situation pédagogique, elle doit être un mix de ça, et elle doit permettre aussi une approche très, très diversifiée et cultivée des problématiques qu'on est chargé d'aborder. Et c'est pour ça que l'histoire de la restitution, moi je m'attendais à quelque chose d'extrêmement documenté, cultivé, et c'est pas un message que les élèves entendent avec facilité. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre ou à aborder. Ça va bien en français, tu vois, quand tu leur parles de culture, par exemple, en français, parce que, enfin, pour plein de raisons, il y a un bac, machin, etc. Mais quand tu es en récit, c'est plus compliqué. Il ne faudrait pas que la question sociétale, elle devienne une anecdote, juste comme ça, pour coller au... Hein, ça va nous demander à nous... Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est important. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas... Mais je pense qu'il faut peut-être aussi travailler en termes de compétences à travers ces restitutions, l'esprit de synthèse que devront avoir, de toute façon, ces élèves-là qui sont futurs ingénieurs ou autres. C'est-à-dire être capable, à un moment donné, de transposer sur 2 diapos les éléments qu'ils jugent importants, hein, ils sont là aussi pour apprendre, ils sont en formation, mais les éléments qu'ils jugent importants au travers de 2 diapos sur ce qu'ils ont fait pendant 1, 2 ou 3 séances. Voilà, bon, ça je crois que c'est important. Hein, parce que notamment, ça va leur faire, eux, nécessairement prendre un peu de recul en disant, voilà, bah, j'ai un carcan, hein, c'est 2 diapos, qu'est-ce que je mets là-dedans, sachant que j'ai vu ça, ça, ça et ça, il faut que je fasse le tri, qu'est-ce qui est le plus important. Mais vous allez aussi les entraîner sur des compétences particulières de synthèse, là, et ça me semble peut-être le plus pertinent. Sinon, effectivement, ils vont partir pour le peu que vous leur disiez, vous allez préparer cette restitution, vous pouvez le faire un peu chez vous, ils vont vous partir sur des diaporamas de 50 slides, enfin ça va être l'enfer, hein, évidemment. Bien, je vous propose peut-être, pour pas trop qu'on perde de temps, pouvoir répondre aux questions après, donc d'attaquer maintenant les séquences pédagogiques. Donc la première, on va conserver peut-être l'ordre, Jérôme Piètre, sur le tapis de course. Je vais devoir vous aborder les séquences pédagogiques sur un tapis de course. Donc le collègue a décliné toutes les activités qui tournent autour de ce support-là. Il y a le modèle, donc Simulink et puis SolidWorks. Et puis donc cette présentation-là a fait l'objet en fait d'un diaporama qui a été projeté lors du séminaire national et qui du reste a bien plu. Donc je tiens à féliciter Jérôme Piètre ici et puis l'équipe de Beaucanson qui a travaillé sur ce produit-là parce que finalement c'était une production de qualité. Je serais même tenté de dire la meilleure finalement qu'on ait pu voir à ce séminaire-là. Ouais. Soyons un peu chaud là.